That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. La personne qui se trouve à côté de moi, vous la connaissez, vous l'avez vue 2 fois sur la chaîne. Une première fois avec Damien Onouri. Ensemble, ils ont réalisé un film qui s'appelle La Dernière Reine, que vous connaissez aussi, qui était sorti l'année dernière en 2023. Et puis, il a été revenu pour nous parler du rôle rôle principal qu'elle a incarné dans ce film. Et aujourd'hui, elle revient en tant aussi que comédienne, en sachant qu'elle est productrice, scénariste, actrice, réalisatrice. Et là, elle vient en tant que comédienne pour un film qui sort aujourd'hui, le 31 janvier. C'est le 6e long métrage de fiction de cinéma du cinéaste Malik Shiban, un cinéaste très important, peut-être pas forcément, pas unanimement connu dans le public, mais qui est un cinéaste vraiment, vraiment important, qui a fait un film extraordinaire en 94 qui s'appelle Hexagone, qu'on a mis malheureusement dans ce qu'on appelle le banlieue film, mais qui est un film qui a une espèce de vérité assez incroyable. Donc le 6e, c'est Ma part de Gaulois. C'est une adaptation du roman de Majid Gerfi, que vous connaissez, leader et chanteur du groupe Zebda. Le bouquin s'appelait aussi Ma part de Gaulois, édité chez Actes Sud. Et Malik Shiban donc s'est emparé de ce livre pour en faire un 6e film. Et dans ce film joue Adila Bendimeraz, qui joue le rôle de la maman, Nassera. Il y a aussi Yes Salem, Abdallah Sharki, qui joue le rôle de son fils, Mourad. Et voilà, il y a tout ça. Je remercie aussi Jamila Ouzaïr, attachée de presse du film. Et le film sort le 31 janvier. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai tout dit, sauf une chose. Comment on se tutoie parce qu'on se connaît très bien. Comment vas-tu, Adila? Ben ça va, ça va. Et ça toi? Va, Mais écoute, moi ça va. Je suis content de te voir dans un. Comment dire Oui, je suis content de te voir dans un film. Bon, il y a une part d'algérianité, comme on dit souvent, mais c'est un film qui a été fait en France, qui a une histoire française, même s'il y a aussi des origines algériennes, mais c'est une histoire française. Et je suis content de te voir aussi dans un film qui parle de ça. Je t'ai rarement vu là-dedans, et donc c'était intéressant aussi de voir comment s'emparer de cette ambiance, de cette atmosphère. Et je vais lire d'abord le synopsis qu'on trouve dans le dossier de presse, et ensuite je vais te demander, toi, quand Malik Shiban est venu à toi pour te proposer le personnage de Nassera, comment il t'en a parlé, comment il a parlé de cette histoire? Alors, le dossier de presse, ça dit quoi? Ça dit, destiné à un CAP mécanique, Mourad se retrouve finalement au cursus général grâce au stratagème de sa mère. Objectif, le bac, une formalité pour les Français, entre parenthèses, du centre-ville, mais un événement sismique pour Mourad et son entourage, le premier de la cité à aller jusqu'au bac. Dans son lycée général, séparé de ses copains du quartier, il rencontre de nouveaux amis qui lui font découvrir la musique, avec en fond sonore les rumeurs accompagnant l'arrivée au pouvoir de Mitterrand au printemps 81. La mère avait tout imaginé, sauf que son Mourad soit totalement indifférent au sacro-saint baccalauréat en assumant sa part de Gaulois. Ça, c'est le texte dans le dossier de presse. Quand Malik vient te voir pour te proposer le personnage de Nassera, qu'est-ce qu'il te dit? Bah, déjà, j'ai le scénario avant de. Il m'avait déjà envoyé le scénario avant qu'on puisse se parler, donc il fallait que je lise le scénario avant qu'on se parle. Et alors, quand j'ai lu le scénario, vraiment, la chose qui l'a emporté, alors c'est fou, hein, je l'ai lu d'une traite, et c'était la dernière scène. En fait, ça m'a arrivé à la fin du film. J'ai eu beaucoup d'émotions, j'ai eu une petite larme, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie. Donc, c'est vraiment la première chose qui a fait que j'ai accroché. C'était vraiment l'émotion. Euh, et puis, l'histoire de la maman. Alors, je pense que beaucoup de gens vont retrouver leur maman aussi dans ce film. Enfin, moi, en tout cas, j'ai retrouvé beaucoup de ma mère. Et ensuite, j'ai retrouvé donc cette histoire émotionnelle, affective, personnelle. Mais aussi, j'ai retrouvé beaucoup des femmes algériennes, et qu'elles soient de l'immigration ou de la génération de ma grand-mère qui n'est pas immigrée, hein, qui vit en Algérie, ou après l'indépendance, c'était très important que les enfants fassent des études. C'était une forme de revanche sur ces femmes qui savent pas lire et écrire. Donc elles avaient, d'ailleurs, on le voit dans le documentaire de Ben Guigui, Mémoire d'émigrés. Et il y en a une, elle dit, mais j'ai tout fait pour que mes enfants fassent des études, je voulais me venger. C'est assez étonnant. Et c'est vrai que ce côté obsessionnel, c'était aussi
comment à un moment, cette femme qui est illettrée, elle va se dire, il y a un problème d'égalité des chances quand même. Et c'est une vraie question pour la République. Et j'ai trouvé ça très émouvant, et du point de vue de la grande histoire de l'émigration et de mon point de vue à moi, très personnel. Et surtout, c'est une comédie aussi. Donc, ça, c'est quand même une comédie. Et moi, au cinéma, on ne m'appelle jamais pour de la comédie. Alors que, Alors pardonne-moi que de théâtre, t'interrompre, mais tu es très drôle. Ça, il faut le savoir. Je sais que tu es très drôle. Voilà. mais oui, mais c'est Dommage. surtout au théâtre que j'ai eu à Mm. jouer de la comédie. Et puis bon, voilà. Et c'est vrai que c'est mon premier film français. Oui, c'est la première fois que je tourne un C'est ton film premier film français. français. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et ça, est-ce que c'est quelque chose. Là, c'est une question, c'est pas forcément une question que je te pose, mais est-ce que tu y as pensé quelques secondes et puis tu te dis, bon, bah, tant mieux, et puis passons à autre chose. Voilà, je fais ce film. Est-ce que c'est quand même quelque chose d'important pour toi aussi de pouvoir. Tu as travaillé au Liban, par exemple. Tu as travaillé dans un film, pour Ouais. un film libanais. Donc, c'est une culture, c'est différent. Voilà, c'est aussi sonder une nouvelle géographie. Bon, française, tu la connais très bien, cette géographie, mais c'est la première fois, comme tu dis, dans un film français. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu y as pensé? Je m'en suis pas rendu compte au début parce qu'au final, c'était une espèce de passerelle très naturelle. Et après, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai que c'est mon premier film en France. Et effectivement, j'ai des choses à raconter, moi, dans mon corps d'actrice, toute ma culture, j'ai quelque chose à raconter. Et là, c'était en même temps découvrir l'histoire de l'immigration, d'une partie des nôtres qui sont partis. Euh, et l'histoire aussi des enfants de l'immigration. Et j'étais assez contente aussi de pouvoir parler les deux langues dans le film, parce que Malik m'a dit, tu sais, les enfants, la deuxième, troisième, quatrième génération, ils vont voir en toi leur grand-mère ou leur arrière-grand-mère. Et je trouve ça super, ça me plaît, l'histoire de leurs grands-parents qui sont arrivés. Et effectivement, depuis que le film est projeté, j'ai beaucoup d'enfants de l'immigration et de petits-enfants de l'immigration qui me disent ah, ça me parle énormément, qui sont souvent très émus par ce film. Et oui, très émus. Tu connaissais un petit peu le cinéma de Malik Shiban? Non, je connaissais pas, c'est-à-dire que j'avais vu une émission dans laquelle tu en parlais, donc ça avait éveillé ma curiosité. Mais jusque-là, non, je connaissais pas et je trouve ça assez dommage. Et ça, c'est aussi le manque de pont qu'il y a entre nous, les Algériens en Algérie, et les Français d'origine algérienne, enfin les gens d'origine algérienne ici. On gagne, on gagnerait beaucoup à créer plus de ponts dans nos travaux, dans nos réflexions, dans nos œuvres, dans un tas de choses d'ailleurs. Dans la tête chaude. Je te pose cette question parce que quand on regarde ses tout premiers films, mais il a aussi fait des téléfilms, hein, et quand on voit celui-ci, ne serait-ce que dans sa manière qu'il a de mettre en scène, s'il y avait un premier mot comme ça qui me vient à l'esprit, en parlant de la manière qu'il a de mettre en scène dans Ma part de Gaulois, et comme toi tu as fini par le voir, le film, au final, j'ai trouvé ça extrêmement ludique. Et c'est pas si évident chez lui, ce rapport, enfin, ce côté ludique dans la mise en scène. C'est même une des rares fois que je le vois faire ça. Et je voulais savoir, est-ce que toi, quand tu tournes le film, est-ce que tu sais déjà comment il compte orchestrer tout ça? Alors moi, j'ai senti une progression dans sa réflexion qui a été assez rapide, mais qui s'est précisée de plus en plus et qui s'est surtout affirmée. Au départ, quand je lis le scénario, moi, je vois un scénario avec un point de vue très naturaliste, enfin voilà, on filme. Et en fait, il met en place un dispositif de mise en scène qui est assez original et qui est aussi, à mon avis, le point de vue d'un petit garçon, le point de vue du souvenir d'un petit garçon. Et, euh, et puis, oui, il y a un côté ludique parce qu'au même temps, on voit les mécanismes de mise en scène parce qu'on tourne Ouais. un peu en studio, il y a un univers qui est créé, on tourne dehors, mais on joue avec le côté artificiel. Et, euh,
et je pense que c'est ça aussi qui donne cet aspect ludique. Mais pour moi, c'est plus une rupture avec ce qu'on a l'habitude, comment on a l'habitude de filmer les quartiers et la banlieue. C'est-à-dire que d'un coup, on l'éclaire avec un autre regard qui est celui d'un, on peut dire, un conte urbain vu par un petit garçon et ça l'a fait rentrer dans une forme cinématographique que l'auteur a choisie parce que lui a choisi ça comme ça. Et ça plaît, c'est-à-dire même le public le ressent. Il y a un côté un peu jouissif aussi de dire ah c'est chouette la mise en scène, les bascules. Enfin je vais pas tout raconter, il faut aller voir le film, mais c'est très amusant. Moi Et j'aime toi, bien. et toi, tu savais exactement ce que tu ne voulais absolument pas faire dans la manière d'incarner Nacera? Oui, c'était assez compliqué parce que elle sait pas lire, elle sait pas écrire, donc il fallait que je me réexplique ça. Comment? Parce que nous, on déchiffre tout. On sait lire, on sait écrire, on déchiffre tout. Comment on arrive, on déchiffre rien. Comment ça se passe? Il se trouve que moi, j'ai vécu ça en arrivant en France quand j'avais 10 ans, puisque je ne parlais pas français, je ne lisais pas le français, je ne comprenais pas. Donc, je sais ce que ça peut être de ne pas pouvoir, d'être quelque part un peu analphabète et pas pouvoir lire ou déchiffrer les. Et je voulais pas non plus en faire une caricature et emprunter un accent qui serait très superficiel comme ça. Donc j'ai beaucoup écouté les femmes parler et je me suis rendu compte aussi que il y avait des accents différents, des niveaux de langue différents aussi, parce qu'il y en a qui sont arrivés très jeunes, qui ont eu leurs enfants. Il y en a, nous-mêmes en Algérie, on a différents accents, donc forcément quand on va se mettre à parler en français, nos accents seront différents. Et donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit organique et incarné. Hmm. Voilà. Mais Je je voulais sais pas que... en faire une caricature. Et ça passe beaucoup Ouais, par la langue. d'accord. Parce que je sais que quand tu prépares un personnage, tu me dis souvent qu'il y a toujours il se passe un truc, à un moment, il y a un déclic, et c'est là où tu Oui, sens que c'est bon, tu l'as ce personnage. Je me souviens d'une interview sur. absolument. Bah, pour Et ce avec personnage, celui-ci, comment là, ça s'est passé? bah, c'était compliqué parce que c'était une période de ma vie très spéciale, vu que Malik, je l'ai eu au téléphone le jour où je sortais de la maternité. Je pensais vraiment que c'était la veille du départ à Venise pour la dernière reine. Et donc, il me disait que ça allait peut-être un petit peu être retardé le tournage. Donc, je me suis dit, bon, il y aura le temps. Mais en fait, ça n'a pas du tout été retardé. Ça a même été un petit peu avancé. Donc déjà, bon, j'étais dans des conditions un peu particulières, même Ouais. physiquement. Et je me souviens que ma mère m'avait dit, je lui ai dit, ah, mais tu sais, j'ai pas envie d'y aller comme ça, dans cet état. Elle me dit, mais tu sais, c'est une femme qui a eu 4 enfants, ça marche, vas-y, ça va t'aider en fait. Non, mais c'est vrai, 4 enfants, faut le faire. C'est sportif, hein. Et puis, donc, non, je me souviens, je marchais beaucoup. À ce moment-là, la production m'avait pris un appartement à Barbès, parce que Mm. Malik habitait pas très loin et qu'on faisait des répétitions pour le film. Donc, on préparait. Et je marchais beaucoup. Et je réfléchissais en me disant, mais faut que faut que ce soit fluide. Donc, j'essayais de passer de l'arabe au français, du français à l'arabe en marchant. Et je me rappelle que le déclic s'est fait à ce moment-là. C'est fait à ce C'est-à-dire que moment-là. Mm. c'est devenu, je pourrais pas expliquer ce que c'était exactement, mais juste en marchant et en passant et puis surtout en étant proche de moi, finalement, je me suis dit, il n'y a rien à prouver. Je veux dire, je suis algérienne comme cette femme, finalement, on a beaucoup de similitudes et bah voilà, je vais débarquer. Et puis, bah, je débarque et voilà, et j'ai débarqué. Et tu as débarqué. Deux dernières questions, et ensuite je te fais écouter un document audio. On en a parlé un peu hors caméra, mais on va y revenir. Tu joues aussi avec les gens, avec les enfants qui sont censés être tes enfants, mais dont un surtout,
Mourad, qui est joliment incarné par Abdallah Sharki, si je ne me trompe pas, voilà. Et ça aussi, comment on travaille avec... Alors, il y a à plusieurs âges, bien évidemment. Il y a plusieurs acteurs qui jouent le rôle de Mourad. Mais comment jouer avec avec ce personnage-là aussi, parce que tu es aussi, il faut le savoir, enfin, tu es aussi metteuse en scène, pardon. Et donc, comment on travaille avec ce personnage-là, avec cet acteur-là? Comment ça se passe, hein? Oui, j'ai eu Abdallah et j'ai eu Sif, les deux, donc petit et plus grand. Alors, les deux garçons, les deux comédiens qui ont incarné Mourad à différents âges étaient des garçons très doux et très affectueux. C'est-à-dire, tout de suite, ils étaient assez. Je pense que ça les a amusés de m'imaginer en maman. Donc, il y avait déjà ça entre nous et c'était un peu, même pendant les répétitions, entre les prises, c'était maman, maman. Et ça nous a amusés, on a aimé. Il y avait quelque chose comme ça oui, de très affectueux. C'était très. Ça a donné cette complicité, je pense aussi. Et j'avoue que moi, j'aime bien aussi comme en plus ils étaient super forts. Hein. Non, mais c'est vrai, je veux dire, ils jouaient bien, ils proposaient des vraies choses, ils mettaient un vrai rythme, ils faisaient vraiment vivre les scènes. Donc finalement, j'ai aimé les suivre. Et ils m'ont offert ce luxe parce que bon, après, des fois, quand ils sont plus jeunes, je pense surtout à Sif, on a un petit peu peur, on se dit, bon, il va falloir que je le guide un peu. Non, bon, Sif, non, il m'a guidé hein, plein de fois. Il a guidé sa maman. Et pour Abdallah, c'est pareil. Et puis Abdallah, il est très émotif, il y a beaucoup d'émotions. Enfin, ses yeux, ils parlent. Donc, c'est du bonus, hein, c'est du plaisir. C'est très simple, j'allais dire. Oui. Et puis c'est amusant, enfin, c'est vraiment amusant de jouer comme ça quand c'est simple, quand c'est fluide, quand ça circule, les émotions. Ils étaient assez forts tous les deux là-dessus. L'acteur qui joue le rôle de ton mari dans le film, c'est le réalisateur et acteur, donc Yes Salem. Et, et les quelques moments. Alors, c'est très drôle parce que quand on accompagne le film, dès le début, c'est très, très perturbant parce que on sent, comment dire, on sent l'artifice à ce moment-là du décor. On sent qu'on est sur un plateau de tournage et que le Donc, c'est temps assumé. est suspendu. Comment? C'est Oui, oui, ah assumé. oui, oui, ça qui La est... caméra le montre. Oui, oui. Voilà, c'est génial. Et puis, on vous voit tous les deux, rien que vous deux, on se dit, tiens, donc ils ne sont que tous les deux. Et c'est progressivement qu'on voit le reste de la famille et surtout, on voit un moment le père, donc joué par Lies Salem. Et les rares moments où vous êtes ensemble, c'est-à-dire où il n'y a que vous deux, ce sont alors il y a de tout, mais c'est surtout des moments de comédie intense, voire même de burlesque, je trouve. Et on te sent vraiment, mais très à l'aise. En plus, je sais que, enfin, Yes Salem a réalisé son premier long métrage de fiction est une comédie burlesque, c'est Mascarade. Mais là, on est vraiment dans le burlesque. Et je trouve qu'il y a une espèce d'osmose entre vous deux. Et c'est très, très drôle. Et est-ce que c'est vraiment difficile à jouer ce genre de scène? On dit souvent que la comédie, c'est le genre le plus compliqué. J'avais l'impression que c'était une espèce de parenthèse enchantée dans le film, ces petits moments-là. Oui, c'est une parenthèse enchantée. Non, c'est pas les moments les plus compliqués, surtout quand c'est avec Lies. La seule chose qui est vraiment compliquée avec Lies, c'est que des fois, quand on commence à jouer, moi j'ai un gros fou rire parce qu'il me surprend et j'ai eu quelques fous rires. Enfin, vraiment, j'ai eu du mal. Mais qu'est-ce qu'il est drôle, quoi. Il n'est pas que drôle. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans le jeu avec lui, c'est que moi, bah, comme tu le sais, je danse beaucoup, je donne Mhm. une part importante à la danse et au rythme en général et dans ma mise en scène au théâtre ou au cinéma, mais en tant que comédienne aussi. Mais en tant que comédienne, c'est plus que je vais le ressentir. En tant que metteur en scène, je vais le chercher dans ma mise en scène avec les comédiens. Lies a un sens du rythme. Pour moi, c'est un grand danseur aussi, parce qu'il y a quand même une scène muette hyper chorégraphiée qu'on fait tous les deux.
Et ça a été fait très facilement, j'allais dire, parce que tous les deux, on fait plein de propositions et puis ça s'imbrique bien et ça roule, ça avance, le travail avance. Et donc, on a trouvé cette petite chorégraphie. Et puis, bon, on s'amuse toujours à surprendre l'autre. Et surtout, on a confiance en l'autre parce que c'est un peu ça, la comédie aussi. C'est je lance la balle, je ferme les yeux et l'autre la rattrape et me la renvoie. Et moi, je suis capable de la rattraper aussi, comme lui est capable de... Il y a une grande confiance. Et finalement, je pensais que je connaissais Liès depuis longtemps, mais en fait, Liès, je le connais à travers surtout d'autres réalisateurs, réalisatrices, comédiens algériens. On n'a jamais eu le temps, nous, Liès et moi, de nous rencontrer et de se parler, encore moins de jouer ensemble, même si on en a toujours eu envie. Et moi, j'en ai eu envie, lui aussi. Et là, vraiment, se retrouver, c'était fluide. À refaire. Enfin, c'est pas possible. On peut pas laisser ça comme ça, là, à refaire, parce que il y a des choses à faire. Voilà, à mon avis. Parce qu'on s'est vraiment oui. Ça, écoute, je te le, enfin, ça se voit en tout cas à l'écran, et il y a une courte séquence pratiquement vers la fin. Je sais plus si je sais pas, que je pense pas me tromper, mais c'est la séquence du lion et de la lionne. C'est juste un moment. C'est très très beau. C'est court, mais c'est très beau. Et j'ai vraiment bien rigolé à ce moment-là. Et parce qu'il y a aussi un travail sur l'intonation et sur la voix. Peut-être qu'il faudrait en parler de ça aussi. Tu as parlé des deux langues, donc le français et l'arabe. Mais je trouve que il y a aussi dans ta manière aussi dans ta diction. Je vais te dire un mot un peu fourre-tout pour le coup, mais c'est aussi un geste politique. Cette maman, avec ce corps, dans cette cité, dans cette France, par rapport à l'éducation nationale, et avec cette manière qu'elle a de dire « nous ne sommes pas d'accord ». C'est très frappant, cette diction très apaisante, faussement apaisante en fait. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est juste. Tu vois, tu trouves toujours des mots là où moi je te dis je marchais et hop, j'ai trouvé. Je sais pas comment, mais j'ai trouvé. Oui, et puis je pense aussi que c'est important aussi de la travailler de façon organique, mais aussi cinématographique. Puisque le cinéma, en tout cas dans ce film, Shiban, il précise et il élabore son univers. Donc aussi, il y a cette question de faire exister un personnage comme ça, assez finalement élaboré, entre guillemets. Et Shiban, il le fait. Il le fait par son décor, par sa mise en scène. Oui, on a besoin aussi de recréer l'imaginaire de la maman maghrébine. C'est ça le cinéma aussi. C'est une opportunité pour le faire, pour que des gens, que plus de gens s'identifient. L'important, c'est encore une fois la cohérence et l'émotion du personnage. Voilà. Oui. Oui. Je vais te faire écouter un document audio. C'est une émission qui s'appelait Inter 1314, donc diffusée sur France Inter. Et le 11 février 1994, les deux journalistes, je n'ai pas retrouvé le nom et je m'en excuse, de cette émission reçoivent Malik Shiban, qui vient parler de son premier film, Hexagone. Bon, ça dure 10 minutes, c'est un peu long, et je te remercie d'avoir accepté qu'on passe ce document audio. Et puis, on en reparle juste après. Mais voilà, on en reparle juste après. Je te montre je te fais écouter. À plus tard. On passe à la partie magazine de ce 13-14 avec Malik Shiban, qui est venu nous présenter son premier film qui est sorti la semaine dernière, ça s'appelle Hexagone. Alors, il est sorti dans une salle seulement, mais j'ai l'impression que, comme ça plaît beaucoup, ce film, c'est un événement. Vous allez pouvoir le distribuer dans d'autres salles la semaine prochaine. Sur Paris, il y a 3 salles prévues pour la semaine prochaine. Parce qu'il a drainé 4000 personnes en une semaine, ce qui est beaucoup. Ah oui, puis ça doit être formidable quand même quand on a ramé autant pour faire un film, non, de voir que les gens y vont et qu'ils aiment ce film. Oui. Là, c'est grâce à la presse quand même, ce premier mouvement. Les gens applaudissent, aiment beaucoup. Moi, je suis allé sur place faire des
être un peu interviewé par le public, c'est très intéressant. Comment ils ont réagi les gens? Parce qu'il faut dire que ce film, bien sûr, ça traite de la banlieue, de l'intégration, mais les gens de Goussainville, où le film a été tourné, comment est-ce qu'ils ont réagi en voyant... Quel type de gens? Parce qu'il y a plusieurs Goussainvillois. Hein. Je sais pas, je connais pas bien Goussainville, mais... C'est comme partout en France, il y a 20% de jeunes, il y a 20% de personnes âgées, il y a 20% de chômeurs. Eh ben, on les fait tous alors, toutes catégories. Toutes les catégories confondues. On a fait une avant-première il y a à peu près 1 an, parce que le film, c'est un bout de temps qu'il est terminé quand même, il a eu du mal à trouver un distributeur. Et la population, les jeunes même ont beaucoup aimé le film, d'autres ont appris des choses. Et il y a beaucoup qui ont été émus, parce c'est une comédie, c'est un ton extrêmement joyeux, puis à des moments c'est un peu plus dramatique. Mais vous voulez dire qu'il y a des gens de Goussainville qui ont appris des choses sur Goussainville en voyant le film? Oui, tout à fait. En particulier ceux issus des cités pavillonnaires, parce que Goussainville c'est un peu... Il n'y a pas un mur de Berlin, mais disons c'est un peu divisé en deux. Il y a la cité HLM qui représente, je sais pas, un Goussainvillois sur 2, quasiment plus de 12 000 habitants. Et puis il y a l'ensemble, une vaste cité pavillonnaire, très ancienne et puis récente. Avant de céder la parole à Eva Bétan, je voudrais vérifier quelque chose que j'ai lu dans un journal. On m'a dit que vous aviez 3 rêves dans la vie. C'était de fouler la planète Mars, mais bon, ça s'est pas fait. Marquer un but en finale de Coupe du Monde de foot, ça s'est pas fait non plus. Et le 3e, c'était un film. C'était un film sur et dans mon quartier. Eh ben bravo. Eva. Alors c'est effectivement un film sur et dans son quartier. Ça commence par une phrase qui tout de suite vous étonne. Vous entendez une voix off qui dit: la cité quand on est môme, c'est le rêve. Et plus on grandit, et plus elle rapetisse. Alors il y a d'abord un plan des immeubles assez laids qu'on a vu aux informations dans des documentaires ou autres. Mais il y a tout de suite ce décalage qui montre qu'on n'est pas dans le monde des clichés. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de rap, il n'y a pas de voiture. 8 secondes de rap dans le film. Oui, enfin, vous voulez peut-être compter, moi pas encore. Il n'y a pas non plus, je dirais, la violence qu'il peut y avoir dans les films sur les ghettos noirs, les films américains sur les ghettos noirs. Donc c'est pas un tract, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une sorte de chronique à la fois désespérée sur le fond, parce que le fond est assez dur, et très drôle. C'est raconté sur le ton de l'humour. Donc ça montre la vie de 5-6 personnages avec aussi du monde autour. Il y en a un qui fabrique des faux certificats de travail. Mais c'est rigolo, mais c'est très utile quand vous allez à la NPE et que vous voulez trouver l'embryon du début du premier contact pour un éventuel travail. Il faut avoir un certificat, même bidon. Il y a un drogué qui mourra d'une overdose. Lui, il vole des chaussures. Mais vous savez, les chaussures qu'il y a sur le devanture des magasins où il n'y a qu'un pied. Alors, il faut s'arranger pour arriver à trouver les 2 pieds pour les vendre. Donc, il y a toujours ce double ton qui fait passer aussi beaucoup d'informations. On voit, par exemple, que la sexualité, c'est pas évident, que les filles doivent toujours cacher à leurs parents qu'elles font l'amour. Donc, il y a tout ce mélange-là qui fait qu'il y a à la fois quelque chose de dur et en même temps une force de vie qui éclate. Ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que il dit des choses dures et en même temps, je ne l'ai pas vu comme un film pessimiste. On a le sentiment surtout qu'il y a une fureur de vivre, une envie de vivre. C'est parce que vous êtes diplomate, vous êtes dit il faut pas que je montre les choses trop durement sinon on viendra pas, ou parce que vous êtes optimiste? Non, je suis profondément optimiste et les gens autour de moi le sont. La fin était ambiguë, donc j'ai dû refaire la fin quand j'ai mixé le film. Mais je crois que si on veut être fidèle un peu à l'authenticité, à ce qui est vécu par les gens, il y a quand même pas des morts tous les jours, c'est pas Los Angeles, c'est ni Washington, il y a pas une violence. Il n'y a pas de violence ici. Et il y a d'énormes espérances. Et puis je me disais, si j'instaurais une violence du début à la fin, ce qui peut être l'élément moteur d'un film, par exemple, je pense que le spectateur moyen, en particulier ceux qui viennent aux racines, parce qu'il y a quand même 90% des gens qui sont aux racines qui sont pas issus des banlieues, ça se voit. Vous avez remarqué ça vous aussi? J'ai remarqué, j'ai fait de la sociologie empirique, comme j'ai observé. Et donc si on met de la violence du début à la fin, les gens ont un rejet par rapport à l'histoire qu'il leur a racontée. Puis à un moment donné, il doit y avoir des forces émotives dans les scènes dramatiques. Elles ont à mon avis aucun impact. Donc faut gérer la dramaturgie, gérer le spectateur. Pourquoi vous avez choisi la fiction finalement? Ça pourrait être un documentaire, enfin. À mon avis, c'est extrêmement difficile un documentaire. Il y a des limites dans le documentaire. On n'a pas pu extraire les témoignages qu'il y a dans le film. J'aurais pu la fiction, et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire les dialogues, à créer des situations, à amener les personnages ici et là, et à concentrer des vies, des éléments. C'est vrai que par rapport à l'ensemble des anecdotes qui constituent le scénario, il fallait quand même les transformer, les casser, les rythmer pour raconter un film, tout simplement. Puis quand on aime le cinéma, on fait des films de fiction. Et puis au-delà de ça, est-ce que c'est pas aussi une manière de dire que toutes les images qu'on peut voir sur la banlieue ne vous conviennent pas, que les images documentaires qu'on peut voir sont fausses? C'est vrai que quand j'ai écrit le scénario, j'ai écrit 4 versions du scénario, et j'avais une dizaine de clichés par page à peu près. Donc c'était très stimulant pour moi pour l'écriture, je pouvais les éviter, leur faire un contre-pied et tout ça. Mais l'image qui est proposée des banlieues par l'ensemble des médias, on peut pas leur reprocher d'à côté de leur pompe puisqu'ils sont pieds nus, comme dit un copain à moi. C'est-à-dire qu'ils sont pas issus de ces réalités-là, donc on peut pas leur reprocher de mal les décrire, on leur en veut pas, quoi. Mais c'est grave parfois parce qu'on rencontre des gens de l'extérieur, c'est toujours en France quand même, mais de l'extérieur de ces lieux populaires,
et qui ont une somme de fantasmes et d'un imaginaire très fertile et c'est impossible de communiquer parfois. Oui, Concrètement, ça veut dire quoi? Je peux être très concret. Oui. Quand on rencontre un chef du personnel, quand on rencontre une personne dans une boîte de nuit, dans un cabaret ou que sais-je. Mais eux, ils se demandent s'ils sont en France aussi. C'est peut-être ça le problème, non? Lesquels? Bah, ceux qui sont pieds nus, comme vous dites. Parfois, oui. Mais ça, c'est on va pas, moi, je l'ai constaté en lisant la presse. Vous avez le Figaro magazine qui va parler de bandes ethniques, par exemple. Et vous avez Libé, qui est un journal entre guillemets dit sympa, qui va parler de hitistes, qui est un terme, je sais pas si vous connaissez, qui fait référence aux jeunes, au Maghreb, qui tiennent les murs. Et pourtant, on est en France. Donc, il y a l'incapacité de trouver des mots, un vocabulaire propre à l'Hexagone. D'ailleurs, vous l'avez appelé Hexagone, c'est une manière de dire, n'oubliez pas, on est français. Tout à fait, c'est ça. Parce qu'il y a une histoire, il y a quand même 5 beurres dans les rôles principaux. Il y a des personnes âgées qui vont voir le film qui disent, ils sont très gentils les Maghrébins sur l'écran. C'est sympa, mais je comprends, c'est partie d'une génération de gens. J'ai vu le maire Jacques Ralit, on a fait dans la première Aubervilles, il m'a fait, ouais, il est très bien l'Algérien, tous les 5 minutes. Ils sont tous français. On peut pas leur reprocher d'être raciste quand même, Ralit, mais pour rappeler aux plus jeunes, surtout, qui sont pas issus de ces quartiers, qu'on fait profondément, on est partie de l'Hexagone quand même. Ce qui est bien, c'est que le film existe déjà, et on va en parler d'ailleurs, parce que c'est pas évident, mais ça veut dire que les beurs existent aussi. C'est une réalité, c'est comme postulat de départ, je trouve que c'est bien, quoi. C'est faire participer au monde du visible, quoi. Ouais. Combien de temps? Il a 6 ans, je crois, pour monter le film. De bout en bout. Ça a mis 6 ans. Mais le sujet est compliqué. Moi, je le trouve très gai, le film. Oui. Il est pas déprimant. Pas déprimant du tout. Mais imaginez un producteur parisien avec un joli bureau sur les Champs-Élysées, en train de lire le scénario. Il voit que de la noirceur, le pauvre, il peut pas comprendre. Il faut tout lui expliquer, mot à mot, virgule après virgule. Il faut faire des lectures particulières pendant des heures et des heures. Non, ils avaient du temps, mais ils comprenaient pas. Je suis peut-être pas très pédagogue des fois, donc Bah si, je trouve, moi, jusqu'à présent, je trouve que vous êtes très pédagogue. J'ai eu beaucoup de mal. Mais comment vous avez trouvé on parlait de Bernard Tapie tout à l'heure, il était ministre de la Ville, il vous a donné un petit peu de sous, je crois, à l'époque. Il nous a permis de rebondir. À un moment où le film était dans il n'a pas donné de sous. Non, mais il était pas au courant. Quand il l'a vu, il a beaucoup aimé, il a beaucoup ri. Et il a vraiment aidé le film à sortir de l'impasse. Je pense sur les détails techniques, mais il y a un format qui s'appelle le Super 16. Il fallait le gonfler en 35 mm et refaire un mixage. Le son était pas bon, fallait refaire le son, recomposer une musique, on n'avait pas les droits, bref. Et c'est lui qu'il a contribué à donner un coup de pouce. Mais il aurait pas pu. Enfin, je pensais qu'il a donné un petit peu de sous de sa poche. Moi, après tout, le film n'a pas coûté cher, non. J'ai rêvé. Non. J'ai rêvé. 600 000, combien il a coûté le film? En tout? Oui. Il a coûté 1,2 million. 1,2 million. Mais comment vous avez fait pour réunir 1,2 million? Il y a eu l'association Gris. Piquer des godasses, c'est pas possible pour financer. Ça peut paraître une grosse somme quand on la ramène à soi. Ça dépend de qui on parle. Air France, pour certains, c'est pas beaucoup. Mais, en ce qui nous concerne, c'est énorme, mais pour un film français, c'est rien du tout. C'est rien, oui. Le moins cher va coûter 16 millions de francs. 18, 16 millions. Voilà. Vous pouvez encore faire 15 films. Personne n'est payé sur Hexagone, par exemple. Tout le monde a mis son salaire en participation. Les commerçants ont contribué en apportant leur boutique. Ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont mis à la bombe, ils ont quand même participé, donc c'est sympa de leur part. On a quand même bloqué beaucoup de décors intérieurs. On a eu l'aide de la SNCF qui a prêté un RER. On a eu vous voyez, l'intégration, ça existe. Alors, si vous gagnez de l'argent avec, qu'est-ce que vous allez faire de l'argent? Vous allez les redistribuer à tous ces gens-là? C'est les recettes? Oui. Oui, ils ont des contrats de participation. Peut-être pas Renault, ils n'en ont peut-être pas besoin, mais les comédiens et techniciens, ils en ont besoin quand même. Comment vous les avez choisis, les comédiens? Au début, on avait fait un casting dit de professionnels. C'est-à-dire des gens qui font le cours Florent, qui ont réfléchi sur le métier de comédien, qui ont pris des cours de théâtre. Et eux, ils avaient tellement le désir de faire du cinéma qu'ils avaient gommé les spécificités sur lesquelles le film se fonde parfois. Et il a une petite comme ça, un supplément d'âme qui a une façon de s'exprimer, de se mouvoir. Et eux, ils l'avaient oublié. Donc quand je leur demandais de faire des improvisations, ils singeaient. Ça faisait Juif Sentier du... Ils jouaient à la séfarade. Non, c'était Pied Noir, c'était autre chose, totalement différent. C'était intéressant. Rojanin, quoi. Rojanin, ça fait Boujna. Ça fait recette, remarquer ces films-là. Ouais, c'est vrai, pareil. Mais là, vraiment, on a un peu dénaturé un peu le fond. Donc, on est retourné dans la rue, quoi. On a fait un casting de MJC, de centres sociaux, de rue, vraiment de rue. On a pris des comédiens dans la rue, physiquement, ça veut dire en s'arrêtant en voiture. Est-ce que c'est vrai que quand on est un jeune beurre, par exemple, de temps en temps, pour draguer une fille, on dit qu'on est italien? Dans le film, ils le font. C'est dans le film, oui. Mais dans la vie, ça m'intéresse. C'est fréquent pour ceux qui ont les moyens de se faire ressembler pour un Italien. C'est pratique, quoi. Vous pourriez passer pour un Italien, vous? Il paraît que. Vous l'avez déjà fait? J'ai tenté quand j'étais plus jeune. J'ai tenté. Et ensuite, il reste 2 minutes et la journaliste demande à Malik Shiban s'il n'a pas peur, de par le succès du film, qu'il soit récupéré comme le beurre, Dixit, le beurre de service. Voilà. Le beurre de service.
C'est une émission un peu effarante, hein, je l'avoue. Moi, quand je l'ai écoutée la première fois, je pense qu'il y a des choses qui ne se disent plus aujourd'hui, qui devraient pas se dire à l'époque. Mais peu importe. Oh, mais il y a des choses qui se disent aujourd'hui qui sont bien pires, hein, au final. En ce moment, en tout cas, on est servi. C'est vrai Voilà. que tu as raison. Hein? Mais C'est vrai, oui, tu as entièrement on est raison. servi. C'est vrai. Mais moi, ce qui est dommage, fiction. c'est ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils ont en face d'eux quelqu'un qui a mis 6 ans à faire son film. Et il le ramène toujours à des choses qui ne sont pas de l'ordre du cinéma, mais qui sont très anecdotiques. Mais c'est très intéressant quand le journaliste lui dit, mais est-ce que mais pourquoi vous n'en avez pas fait un documentaire? C'est-à-dire, c'était quelque chose de c'est-à-dire que le seul regard qu'on pourrait peut-être avoir et qui serait intéressant pour les autres en ce qui concerne la banlieue et les quartiers, ce serait un regard sociologique, naturaliste, pour qu'on observe un petit peu la bête. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Et donc on nous enlève en fait j'allais dire le luxe, mais en fait c'est un droit. Et puis Malik a du talent, Malik a un imaginaire. Il n'arrête pas, Malik, il imagine tout le temps. Et on ne peut pas enlever à un cinéaste l'envie de faire de la fiction, s'il en a envie. Donc après, il se remet un petit peu en disant « Ah oui, mais en même temps, si vous avez envie de faire de la fiction, vous faites de la fiction. » Et le cinéma, en général, du tiers-monde, comme c'est pas celui qui domine, parce que finalement, la banlieue, c'est aussi les populations des anciennes colonies, c'est les populations qui arrivent d'Afrique, de l'autre monde qui n'est pas celui de l'Europe, souffre encore maintenant de cette question de regard sociologique un peu, parce qu'on vient nous découvrir à cet endroit-là. C'est un peu comme le zoo. Bon, j'exagère. Mais on en parle dans le milieu, beaucoup. On en parle beaucoup. Les gens sont en train de se demander, mais ça a beaucoup bougé ces 2-3 dernières années seulement, hein, où on se dit, mais en fait, moi, j'ai envie de faire un film comme ça, j'ai envie de faire de la fiction comme ça et pas comme ça. Quelle est ma part de liberté, vraiment? Il y a quand même des injonctions. Le marché attend de nous. Et puis, on se rend compte que finalement, le marché, il ne nous calcule pas beaucoup au début, parce qu'on a du mal à trouver des distributeurs. Il leur raconte, Malik, du mal à... Je pense que ça changera quand, dans la distribution, dans la production, dans les institutions, il y aura des gens issus de ces endroits-là et qui seront mieux représentés. Ça sera plus naturel d'ailleurs. Il ne s'agit pas juste de se représenter, mais en tout cas d'être un peu compris. On s'est connus en Algérie et très souvent tu disais, ou tu me disais, ou tu nous disais, il faut que cela soit nous qui racontions nos propres histoires. Ça, tu disais d'Algérie. Et ce qui est très drôle, c'est que tu viens de soulever le fait que le journaliste ne comprenait pas pour quelle raison Malik n'avait pas fait un documentaire. Mais Malik avait envie de raconter ses histoires. Il y a comme ça cette idée que je vais raconter mes histoires parce que je ne veux pas que les autres racontent à ma place. Et il y a cette envie, il y a toujours cette incompréhension, parce que même aujourd'hui, hein, ça par contre, pour le coup, ça existe encore, à savoir, j'ai envie de raconter mes propres histoires, j'ai envie de mettre en scène à ma manière. Et c'est ce que je trouve, et c'est pour ça que j'insistais sur cette mise en scène très décalée, très ludique de Malik Shiban dans ma part de Gaulois, pour le coup, et dans ta manière aussi de jouer sur plusieurs codes. Et je trouve que ça fait partie de ça. C'est comme ça qu'on a envie de raconter nos histoires et c'est comme ça qu'on a envie de les jouer aussi. Oui, puis je pense aussi que ce qui se passe aujourd'hui, on ressent un peu chez tous les créateurs de fiction, ceux qui fabriquent des mondes, ceux qui écrivent des scénarios, produisent, imaginent, mettent en scène. En fait, maintenant, c'est une extrême urgence, le narratif. Parce que le narratif est en train de nous être confisqué. On est en train de... Il y a eu un article dans l'Express, qui le titre, c'était la semaine dernière. Le titre, c'était « Il serait bien que les Algériens oublient le colonialisme ». Et je me suis dit, mais comment osent-ils?
C'est une vraie question. Qu'est-ce qui a fait que ce journal, cet historien, enfin un historien qui a écrit cet article, comment se fait-il qu'ils aient osé faire ça comme si nous, on oserait dire à des gens d'oublier une partie fondamentale de leur histoire. Et même si elle n'est pas fondamentale d'ailleurs, juste une partie de l'histoire. Donc c'était un historien plus un journal qui appelait les gens à effacer la mémoire parce qu'au final, ça arrange quelqu'un. Ça arrange ceux qui défendent un autre narratif. Et c'est dangereux parce que c'est très malsain. Enfin, il y a quelque chose de pas terrible là-dedans. Il y a quelque chose de très dangereux. Et puis après, c'est facile de faire passer des lois hyper discriminatoires et pas très et un peu anticonstitutionnelles sur la question de l'immigration. Pour moi, ce film, on me disait ah ça tombe bien, c'est sorti en même temps que la loi de l'immigration. Ben non, en fait, c'est un autre narratif qui est une réponse, qui est une alternative à cette question de l'immigration. Bah, au fait, voilà ce qu'ont fait les immigrés quand ils sont arrivés, voilà comment ils ont contribué à construire, et voilà comme quand ils sont dans les chantiers, ils construisent vraiment la France et pas comme ce qui a été dit de façon très impunément dans les médias. Il y a quelqu'un qui avait dit il y a beaucoup de musulmans qui ont accès à du matériel dans les chantiers, ils pourraient faire des bombes avec. Bon, mais voilà, il y a ça, c'est son narratif, qui je trouve très dangereux, très facho, très... Et il y a le narratif de Malik Shiban qui dit, et de Majid Cherfi qui raconte juste comment leurs parents se sont tués au travail et à les éduquer pour qu'ils puissent en faire des enfants dans ce monde, qui trouvent leur place dans ce monde. Et ça ressemble à toutes les familles. Ça humanise dans une période justement où il y a un narratif qui déshumanise. Donc, au final, on s'est toujours dit ça, c'est important qu'on raconte nos histoires, mais c'est vital en fait. Il y va de notre survie, mais aussi il y va, ça fait du bien au monde en fait de découvrir les histoires par les gens concernés dans un premier temps. Après, évidemment, chaque artiste est libre d'imaginer un film qui se passe dans tel ou tel pays, ou dans telle région, ou dans telle communauté. Moi, je trouve ça formidable aussi qu'il y ait cette liberté dans le cinéma ou dans les romans. Mais d'abord, c'est important qu'il y ait ce socle qui soit construit par ceux qui viennent de là, parce qu'ils l'ont vécu dans leur chair, et qu'on ne peut qu'apprendre de leurs expériences. Et c'est eux qui trouveront d'ailleurs, parce que bon, là, je parle d'une approche très... c'est eux qui connaissent ces documentaires finalement, mais c'est eux qui sentiront quelle approche donner dans la fiction, comment on peut transformer ça, comment cette histoire trouvera sa forme de fiction la plus juste. Ma part de Gauloise, c'est d'abord un livre de Majid Cherfi, édité chez Actes Sud, je crois en 2016-2017, il faudrait confirmer, et c'est devenu un film de Malik Shiban, son 6e, en tout cas au cinéma. Le film sort le 31 janvier, donc là, maintenant, et pour nous en parler, Adila Bendimérad, comme le comédienne qui joue le rôle du personnage principal, on peut dire ça comme ça, oui, de Nacera, la maman de Morad, et qui est venue, qui a pris le temps pour nous parler de tout ça. En tout cas, c'est toujours un plaisir, et tu reviens quand tu veux, bien évidemment, et je répète, Malik Shiban, Ma part de Gauloise, c'est dans les salles de cinéma à partir de demain, 31 janvier. Merci beaucoup, Adila. Merci beaucoup. Merci. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions.